Dans les comptes de votre magazine Boussinga la Peuple, bonjour et bienvenue sur One Télévision. Je suis Erlans Bitumba à la présentation. Aujourd'hui, je reçois pour vous M. Jacques Chirac Mboyo, juriste de son État, analyste politique, professionnel de la langue anglaise, membre de la société civile. Et avec lui, nous allons débattre sur notre thématique du jour qui s'intitule La République démocratique du Congo de 1960 à nos jours, analyse et perspective. On aura 3 sous-points. On va parler sur l'importance des accords de paix pour le devenir de la République et la procédure pour la poursuite d'un membre du gouvernement. Et à la fin, la portée réelle de la rencontre entre le président Félix Tshisekedi et les opposants. Et sans plus tarder, je dis déjà bonjour à M. Chirac Mboyo. Oh, bonjour madame, merci de m'avoir invité sur votre plateau de télévision pour que j'opine de manière fondamentale comme tout légiste et de manière patriotique comme tout patriote sur plusieurs questions mettant à fait et à sang la République. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci madame. Partant de notre sujet du jour, M. Jacques Chirac Mboyo, que pensez-vous? Merci. Avant que je puisse amorcer un peu les entrées de la thématique, ce qu'il faut rappeler, c'est que la République est une invention humaine. La République est une forme d'artifice qui reproduit un cadre juridique. Et ce cadre juridique doit être organisé. Il y a plusieurs auteurs qui s'accordent pour dire que s'il existait une organisation très structurée, très perfectionnée, avec une forte armature, c'est l'État. Okay. Mais lorsque je regarde de plus près l'État congolais depuis 60 ans à nos jours, il y a plus de pleurs que de mal dans tous les secteurs. Okay. Rien ne va. Sur le plan économique, madame, depuis 60 ans à nos jours, nous demeurons toujours avec une économie extravertie. Et l'économie extravertie a des conséquences néfastes sur le plan sociétal. Une économie extravertie occasionne une forte dépendance aux marchés internationaux et aux importations. Une économie extravertie, évidemment, rend vulnérable l'économie nationale face aux chocs internationaux. Vous et moi avons constaté lors du Covid et également la guerre russo-ukrainienne. Ces chocs internationaux ont produit des conséquences un peu catastrophiques dans notre économie. Ce sont les conséquences de l'économie extravertie. On n'a pas réussi à rendre notre économie intravertie. Sur le plan environnemental, depuis 60 ans à nos jours, avec des déforestations à outrance. Une déforestation également aveuglée, occasionne la disparition de la biodiversité. Et cette disparition biodiversitariste a un impact négatif sur le plan sociétal. La déforestation également, madame, vous savez, occasionne les cycles d'eau. Et ces cycles d'eau donnent naissance à des sécheresses et inondations intempestives. La déforestation également produit des conséquences terriblement graves sur le plan alimentaire, même sur le plan environnemental. Sur le plan politique, depuis 60 ans à nos jours, avec plus de 900 partis politiques, à mon avis, qui constituent les temples dans lesquels on vulgarise les discours séparatistes. Plus de 900 partis politiques actuellement qui constituent, à mon entendement, les monastères dans lesquels on encense la course à l'enrichissement. Les partis politiques, que ce soit de l'opposition et ceux du pouvoir, ne savent pas ce que c'est l'importance d'un parti politique sur le plan sociétal. Et lorsque vous lirez la loi de 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques, vous allez vous rendre compte qu'un parti politique a des obligations, les devoirs si vous voulez bien, parmi lesquels celui de former et d'informer les militants et la population sur des questions importantes de la nation. Depuis 60 ans à nos jours, sur le plan sécuritaire, nous sommes devenus les pitomés des maux de toute l'humanité, à telle enseigne que 8 États sur 9 ont réussi à franchir sans crainte nos frontières. Actuellement, nos frontières sont d'une porosité extrême, à telle enseigne que nous ne savons pas qui est entré et qui est sorti. Et la peur qu'il y a, c'est que demain, la République risque de disparaître par implosion, par scission. Parce que la République ne peut tout simplement pas disparaître par déliquescence. L'histoire des États nous renseigne que dans le passé, il y a des États qui ont disparu. Vous avez excuse-moi d'abord, vous avez parlé de l'importance d'un parti politique dans la société. Vous pouvez au moins
nous résumer quelque chose là-dedans? Oui, mais parce qu'un parti politique ne peut tout simplement pas être créé parce que des intérêts ont été bafoués. Mais un parti politique doit avoir comme genèse créatrice une vision sur la déventure de la République. Mais lorsque vous avez des partis politiques qui sont créés tout simplement parce que j'étais au pouvoir et mes intérêts n'ont pas été respectés, évidemment, et je dois me faire opposant, ça n'a aucun sens. Vous devez faire à des opposants qui confondent la rivalité à l'opposition politique. Et c'est du pouvoir qui confondent la vision du chef de l'État au programme du gouvernement. Depuis 60 ans nos jours, j'étais en train de parler en liminaire. Ouais. Nos frontières sont d'une porosité extrême. Et ici, la paire qui a ce que la République risque de disparaître, comme je l'ai dit, par implosion, par scission. Parce que la République ne peut tout simplement pas disparaître par déliquescence. L'histoire des États nous renseigne dans le passé qu'il y a des États qui ont disparu du fait de l'inadvertance des dirigeants. Rappelez-vous évidemment de l'État d'Israël, de l'État du Balkan, un État qui a perdu toute sa fonction classique, mais qui a pu renaître. J'ai y mentionné Frantz Fanon. Alors expliquons la dimension mythologique de la carte d'Afrique. Il dit l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est au Congo. Autrement dit, le Congo constitue les poumons de la Renaissance africaine. Mais pour que la République jouisse de cette majestueuse casquette reconnue évidemment par Fanon, il faut que les gouvernants congolais considèrent comme élément sine qua non d'accès à la fonction publique la méritocratie. Il faut des régimes évidemment qui s'appuient sur les pouvoirs. Parce que si un régime ne s'appuie, utilise les savoirs comme un outil de justification des dérives, eh bien, vous aurez affaire à des œuvres scientifiques comme l'inanition de la nation. Ben là, vous parlez de la Première République ou la Deuxième République ou maintenant, comme nous sommes dans la Troisième République? C'est une évaluation, une analyse depuis 60 ans nos jours. Dans tous les secteurs, il y a plus de pleurs que de mal. Tout le monde pleurniche, rien ne va. Mais ce qui nous paraît important actuellement, c'est que les gouvernants doivent avoir évidemment des longues perspectives sur le devenir de la République. Parce que Platon a dit ne peut mériter les noms des gouvernants que si on s'intéresse à l'intérêt général. Et les mots responsables signifiaient au XVIe siècle répondre aux aspirations des autres. Et pour ne pas finir sans pour autant citer des éminents congolais, un professeur à l'université de Kinshasa, le professeur Mouaska Mukuni Mukine, alors expliquant son cours de grand service public aux étudiants, il dit l'intérêt général est unanimement admis comme caractérisant un service public. Et l'État est un service public. L'État, c'est celui-là qui a une vision beaucoup plus communocratique et individualiste. Ben, je voulais vous poser cette question. La faute revient à qui? À la population ou aux dirigeants? En ce qui concerne la République démocratique du Congo depuis 60 ans nos jours, il se pose la problématique que moi j'appelle d'une affaire anthropocentrique. C'est-à-dire une affaire d'homme. C'est un problème d'homme. Les gestionnaires congolais n'ont pas compris qu'en accédant à l'indépendance, on a pris la responsabilité, on a pris le destin de la République en main. Au lieu de traiter de manière patriotique des questions importantes de la nation, vous avez affaire à des gouvernants, à des politiciens qui s'insultent jour et nuit sur des plateaux de télévision. Alors, que pourriez-vous dire aux dirigeants maintenant qui dirigent la République démocratique du Congo? Le fait qu'ils ont moins commis dans les années précédentes et maintenant on ne peut pas répéter le même erreur. Vous pouvez au moins proposer quoi dedans? Pour ma part, comme tout légiste, je pense que en démocratie, on peut se tromper. Mais la correction, évidemment, d'une défaillance en démocratie constitue un mécanisme de la revitalisation de cette dernière. Il n'est pas tard pour que le gouvernement congolais comprenne tout ce que nous articulons jour et nuit. Parce que un responsable, c'est celui-là qui a la prévoyance, la prééminence de la réflexion. La République n'a pas besoin de débat. Le problème qui est au Congo, c'est que les gens ne débattent que sur les événements et des personnes. Les gens ne débattent pas sur les idées. Or, des grands esprits parlent des principes et des idées. Vous avez affaire à des gens qui ne débattent que sur la nationalité des politiciens, au lieu qu'ils ne débattent sur des questions importantes de la République. Pour que vous soyez vu comme celui qui soutient les intérêts de la République, il faut appeler le président Fachi Béton.
Donc le président n'a pas besoin de tous ces discours teintés de flatterie que moi j'appelle les discours de renards. Le président a besoin évidemment des recettes politiques. Parce que l'efficacité d'un homme politique, d'un gouvernement, si vous voulez bien, n'est pas dans ce qu'il dit à la télévision. Les discours démagogiques ne constituent pas un thermomètre de l'efficacité actionnelle. La puissance d'un homme d'État repose au niveau des réponses qu'il donne aux aspirations de la population. Des accords de paix sont signés en 2003, menant un gouvernement des transitions et des élections en 2006. Pendant plus de reste, il y a confrontation, des conflits toujours dans l'armée. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Merci pour la question. J'ai toujours pensé qu'on ne peut pas aspirer à la puissance ou au développement sans que vous ayez une armée forte, puissante, sans que vous ayez une économie puissante. Nous voulons des troupes patriotiques et qualitatives. Okay. Il faut armer, il faut évidemment préparer l'armée, il faut équiper l'armée logistiquement et notre armée doit être composée des hommes qualitatifs, mais aussi teintés du patriotisme. Ce ne sont pas des hommes qui peuvent, avec des intérêts mesquins, extérioriser les faiblesses de la République. Merci beaucoup. Parlons de l'accord de paix signé le 27 juin par la ministre des Affaires étrangères Thérèse Kaibwana et son homologue rwandais Olivier à Washington. Que pensez-vous? Merci madame. À ce qui me concerne, je pense que par rapport à la question ou à la préoccupation que vous me formulez, le recours à la diplomatie n'est pas un élément de faiblesse. Par contre, c'est un élément indicateur extériorisant la dimension de la sérieuxité d'un État. Parce que nous n'allons pas vivre en vase clos. Il faut entretenir de bonnes relations avec les voisins. C'est important maintenant? Oui, c'est parce que c'est important. Pourquoi important? Je vais me déballer. Vous savez, en droit international, qui est un droit de règlement des conflits internationaux, je le dis ailleurs, je le répète ici, il y a ce qu'on appelle la théorie des mots des règlements des conflits internationaux, okay. Parmi lesquels, évidemment, les modes ou l'approche diplomatique est l'une des approches la plus privilégiée. Parce que nous avons été créés des voisins et nous les resterons. Nous sommes appelés à promouvoir la paix. Les intérêts de la population, précisément la RDC. Parce qu'ici, il y a un accord, il y a toujours des avantages et des désavantages. Alors, nos avantages et puis nos désavantages dans cet accord. Merci pour la question. Vous savez, lorsque les agents publics posent des actes, ces actes où les résultats des actes sont reportés à l'État, et il faut poser des actes qui engagent la République avec une optique beaucoup plus patriotique. Okay. Lorsque les gens concluent des accords de paix et des traités, ils doivent avoir une longue perspective sur les devenirs de la République dans 50 ans. Okay. Il faut des accords ou des clauses qui paraîtront évidemment bénéfiques vis-à-vis de la République, même dans 40 ans, même dans 50 ans. Il faut qu'il y ait l'équilibre de la terreur. En tant qu'analyste, vous ne pensez pas que l'histoire peut se répéter? Et vous savez, par rapport aux accords et traités, et des gens ont opiné de manière politique, évidemment, de manière politique. Mais ils n'ont pas compris une chose. Okay. Les questions qui incumbent la République doivent être traitées de manière patriotique. Et donc, par rapport aux accords, c'est important à ce que nous puissions signer des accords pour que nous existentialisions un climat de paix, parce qu'on ne peut pas aspirer au développement ou à l'émergence sans pour autant qu'il y ait la paix. Parce que, vous savez, madame, si aujourd'hui la Chine est Chine, c'est parce que Mao Tse-tung avait vu la Chine de loin. Tse-tung avait la vue panoramique de la Chine, même au-delà de sa vie. Et lorsque tous les Chinois ont suivi ces chemins, et voilà aujourd'hui la Chine telle qu'elle est. Il est important à ce que les accords soient signés, parce que les recours à la diplomatie, c'est l'une des approches la plus privilégiée pour que nous aspirions à l'émergence, parce que nous n'allons pas vivre en vase clos, nous sommes appelés à être en bon terme avec tout le monde et avec les voisins.
Ben, vous avez parlé juste des avantages de la RDC, vous n'avez pas parlé des avantages. Oui, mais vous savez, il y a des gens qui critiquent des accords sans qu'ils ne lisent, ne serait-ce qu'en diagonale. Ok. Lorsque les accords sont conclus, il y a toujours des droits et des devoirs. Et c'est avec toutes les parties. La République a ses droits et ses devoirs, parce que ce qui font la guerre ont aussi des déclarations à faire. Et ce qui nous importe actuellement, c'est d'être ligués et de trouver des solutions qui pourront nous aider à ce que la République mette les pas vers l'émergence. Alors, les cartes diverses. Évidemment, je suis un Congolais, avec la partie opposée. Évidemment, je n'ai pas de point de vue ou de point de vue à donner parce que le pacte et des accords ont été déjà signés. Mais ce qui m'importe, c'est que la République, ce qui m'importe, c'est ma patrie, la République démocratique du Congo. Parce que parfois ça chagrine lorsque vous voyez des choses ne marchent pas dans sa République. Il est important à ce que nous puissions jouer un rôle motivateur vis-à-vis des agents publics pour qu'ils puissent poser des actes bénéfiques pour la République. Parlons de la procédure de poursuite d'un membre du gouvernement. Vous êtes analyste, au moins vous comprenez au moins ces stades mieux que moi. Vous pouvez au moins nous relater comment ça se passe? Oui, merci. Il y a de préciser que les membres de l'Assemblée nationale et ceux du Sénat, les membres du gouvernement, les membres de la Cour de cassation, les membres de la Cour des comptes et tant d'autres sont les justiciables de la Cour de cassation. Okay. Et lorsque le procureur général, près la Cour de cassation, reçoit des plaintes ou des dénonciations en charge d'un membre du gouvernement, ce dernier a le droit d'enquêter, de procéder aux auditions à toute personne capable d'apporter des éléments, de participer à la manifestation de la vérité. Okay. Et à l'issue de ces auditions, le procureur général écrit ou dresse un réquisitoire aux fins de poursuite à l'Assemblée nationale. Et lorsque cette autorisation lui est accordée, il écrit au président de la République et au Premier ministre. Il commence des poursuites, Okay. À l'issue de ces les poursuites sont caractérisées par des auditions, des témoins, des dénonciateurs et des plaignants, mais aussi de l'intéressé ou de la personne accusée. Parlons un peu. À l'issue de c'est une procédure pénale que je suis en train d'expliquer. Okay. Lorsque vous m'arrachez la parole, les gens ne comprendront pas, ou les Congolais ne comprendront pas la portée de la thématique, parce que c'est toute une procédure pénale. Ouais. Je vous laisse le temps de vous expliquer. Merci. À l'issue des poursuites, le procureur général se retrouve devant deux possibilités. Okay. La première possibilité, lorsqu'il constate à l'issue des auditions qu'il y a l'absence sérieuse de la culpabilité, le procureur général classe les dossiers sans suite et ça s'arrête là. C'est son pouvoir discrétionnaire. Okay. Deuxième possibilité, si le procureur général, à l'issue des poursuites, se rend compte qu'il y a la présence des adminicules dans les chefs du membre du gouvernement poursuivi, les adminicules en droit procédural signifient les indices seraient de la culpabilité, le procureur général, près la Cour de cassation, dresse encore une fois, dresse encore un réquisitoire au fait de mise en accusation à l'Assemblée nationale. Okay. Et s'il s'avère que l'Assemblée nationale vote ces réquisitoires au fait de mise en accusation à la majorité absolue, le procureur général prend la Cour de cassation, met les dossiers en état. Okay. Et la personne poursuivie ou les membres du gouvernement poursuivis doivent démissionner dans les 24 heures. Comme le cas de M. Constant Moutamba. Le grand esprit part des principes et des idées. Le procureur général pour la Cour de cassation met le dossier en état et saisit la Cour de cassation. Okay. Et la phase préjuridictionnelle prend fin. Vous savez, madame, le droit est une discipline ésotérique, mais aussi mystique. Parce que ça renferme des concepts codés. Ne peut articuler sereinement cette procédure qu'une personne ayant fait un cursus universitaire au cours duquel elle apprend les droits comme discipline juridique. C'est ainsi qu'en France, un professeur français, Gérard Cornu, en 2001, il a écrit sur la linguistique juridique, que nous autres juristes appelons la légistique juridique. Il dit, la linguistique juridique en droit permet aux juristes d'opiner sur des questions de droit tout en utilisant les langages du jargon. Et Cornu dit,
La même linguistique permet aux avocats dans leur plaidoirie. Et ça permet aussi aux juges dans la structuration des décisions juridictionnelles. Et si vous n'êtes pas juriste, n'allez pas-en. Moi, je suis un juriste, il me sera pratiquement impossible de débattre sur un plateau de télévision des questions de sexologie avec le docteur Mahmoud Chimanga. Parce que c'est son domaine. Ouais. Aujourd'hui, vous avez affaire à quelqu'un qui a passé tout son temps à l'université en train d'apprendre l'aviation civile. Mais tout simplement parce qu'il est membre d'une obédience politique, il opine avec autorité sur des questions de droit. Après qu'il ait lu des articles de la Constitution et un article du Code pénal, il se fait juriste auto-formé. C'est terriblement grave. Et ça galvaude de la vertu sacrée de la science juridique. D'accord, merci beaucoup. Le président Félix Tshisekedi réussit en audience le jeudi 5 juin, Martin Fayulu et sa délégation au Palais de la Nation. Quelle était votre réaction à propos de ça? Merci pour la question, madame. Vous savez, lorsqu'on opine de manière scientifique, on est beaucoup plus objectif. Okay. Mais lorsqu'on opine tout en étant emporté par des émotions politico-politiciennes, on est dans la partisanerie. On ne peut pas condamner des gens d'avoir bien fait. L'opposition politique en République démocratique du Congo n'est pas une virtualité. C'est une réalité fondamentale. Et cette réalité fondamentale, évidemment, est sacralisée par la loi du 4 décembre 2007 portant statut de l'opposition. Cette loi dispose dans son article 10 que lorsque des questions où les membres de l'opposition politique, s'il s'avère qu'ils constatent sur des questions importantes de la nation surgissent, les membres de l'opposition politique ont le droit de demander des audiences et de rencontrer les autorités. Et les autorités aussi, de leur côté, ont le droit, évidemment, de collaborer avec ceux de l'opposition pour trouver des solutions sur des questions de polichinelle inculpant la République, afin de définir de manière progressiste, de manière lointaine, la déventure de la République. Il y a certaines personnes qui les traitent au moins des traîtres. Ils parlent là-bas juste pour prendre un poste. Et c'est pourquoi, vous savez, la République a besoin des acteurs politiques disposant des cortex orbitofrontal capables de voir la République de loin. Lorsqu'on fait la République est plus importante que les obédiences politiques. Et avec tant de réfés, et pourquoi accepter maintenant de se rencontrer avec le président? Il y a quelque chose derrière ça? Je ne suis pas le porte-parole de la Mouka, malheureusement. Bon, je ne peux pas savoir si les acteurs politiques ont été animés par quel esprit. Mais ce que je sache, c'est qu'au terme de la loi, et évidemment, la loi du 4 décembre 2007 portant statut de l'opposition, dans son article 10, la problématique a été déjà résolue. Selon vos impressions par rapport à ça, est-ce que ça promet quelque chose par rapport à leur rencontre? Oui, évidemment, je ne peux pas danser avant la musique, mais tout ce que je sais, c'est que lorsque des questions importantes de la République surgissent, tout Congolais désiré a le droit, évidemment, d'apporter son bouqueto afin d'allumer les faits qui pourront enrayer toutes les barbaries, jouant un rôle permissif et tout fort contre l'émergence de la République. Parce que les gouvernants congolais, les politiciens congolais doivent comprendre que la République est très importante. Ils doivent comprendre que la République, c'est notre destin commun. Et lorsque nous débattons sur les questions qui touchent à l'international, je pense qu'on doit se décancaner de toute casquette politique tendant évidemment à confondre la rivalité à l'opposition politique, mais aussi les programmes du gouvernement à la vision du chef de l'État. Nous jetons déjà vers la fin de notre magazine. Parlons un peu de la loi sur l'aménagement du territorial. Merci évidemment pour la question. Ce qu'il faut rappeler, c'est que j'ai lu les dynamismes du ministre ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions. Mais les ministres doivent en faire plus. Parce qu'en droit, il est indiqué qu'une loi renferme 3 dimensions. Okay. Vous avez la dimension littérale. C'est ce qui est écrit noir sur blanc. Vous avez la dimension spirituelle ou l'esprit de la loi. Vous avez également l'applicabilité ou la mise en œuvre d'une loi. Le ministre est un juriste, il comprend facilement ce que je veux dire. Une loi peut être très bien étoffée, mais lorsque cette loi n'est pas mise en œuvre, elle ressemble à un chiffon de papier et ça paraît
inopportune vis-à-vis de la population. Nous voulons des lois promulguées, mais qui entrent facilement en vigueur. Parce que vous savez, il y a plusieurs lois qui résolvent des situations sociétales. Évidemment, la loi sur les baux et loyers. Cette loi dispose que les garanties locatives, la loi 2015, les garanties locatives pour les maisons d'habitation est de 3 mois. Mais, faute de l'applicabilité, regardez à la cité. Il y a des bailleurs et des bailleresses qui obligent les garanties locatives de 10 mois. La loi souffre de l'applicabilité. La loi sur l'aménagement du territoire, et c'est une bonne loi, mais la population congolaise acclamera lorsque cette loi sera mise en œuvre. À partir du moment où elle n'est pas encore mise en œuvre, ça n'apparaît pas important vis-à-vis de la population. C'est un message que je passe. Il faut que les responsables de la République, il faut que les patrons du secteur veillent à l'applicabilité de la loi. Parce que si cette loi n'est pas mise en œuvre, si cette loi ne prouve pas son applicabilité sur le plan sociétal, ça ne produira aucun impact sur le plan social et sociétal. Merci beaucoup. Nous sommes déjà vers la fin de cette magazine. Votre dernière parole pour conclure cette magazine. Oui, merci de m'avoir accordé la dernière parole. Vous savez, pour définir un Congo plus beau qu'avant, il faut que nous considérions comme élément sine qua non d'accès aux responsabilités publiques la méritocratie. Okay. Merci beaucoup. C'est par ici que nous mettons fin à cette magazine. Prenez soin de vous. Au revoir.